Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce Win Quarter in-win. Donc ce Win Quarter, je le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, ce Win Quarter est enregistré. Vous aurez bien évidemment accès au replay ainsi qu'à la présentation. Merci à tous de veiller à ce que vos micros soient bien coupés. Et puis vous allez pouvoir en fait noter vos questions dans le chat qui seront répertoriées. Nous les adresserons à notre invité donc à l'issue de ce webinaire. Donc avant de donner la parole à notre invité, j'aimerais en fait vous toucher deux mots, bien évidemment, sur qui nous sommes. Donc nous sommes InWin. Donc InWin, c'est un réseau d'agences de stratégie digitale qui est présent en fait sur toute la France, mais également en Outre-mer. Notre métier, c'est de développer le business de nos clients en leur apportant des solutions digitales adaptées à leurs objectifs. Et pour cela, en fait, nous nous appuyons sur trois piliers. Le premier, ça va être une méthode de travail, la méthode de travail InWin, basée sur des audits, ce qu'on appelle nous chez nous le InWin Thinking. Un pôle d'apprentissage, donc Inwin Academy, qui est un centre de formation sur lequel en fait nous formons nos clients, mais également en fait, je dirais nos dirigeants d'agence, mais également un pôle d'expertise digitale Inwin Lab, sur lequel en fait nous allons aborder différents thématiques telles que la création de sites internet, le web marketing, la e-relation client et la productivité et l'IA, ce qui d'ailleurs nous amène, je dirais, à réaliser ce webinaire aujourd'hui. Et donc sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Et pour cela, nous accueillons en fait Stéphane Buteau, qui est co-dirigeant de la société Y. Merci à toi, Stéphane, pour t'être rendu disponible, je dirais, pour ce Win Quarter. Est-ce que tu peux te présenter? Merci Ludovic de cette invitation. Donc, je suis Stéphane Buteau, je suis ingénieur entrepreneur. J'ai monté plusieurs sociétés avec des briques technologiques et logicielles. Et aujourd'hui, j'ai créé donc cette agence d'intelligence artificielle Y pour équiper en fait les entreprises avec ces nouvelles solutions d'intelligence artificielle générative, hein. C'est un petit peu la nouvelle vague d'IA qui est arrivée récemment et dont on va parler aujourd'hui. Très bien, merci, Steph. Du coup, pour démarrer, je dirais, sur les chapeaux de roue, entre guillemets, est-ce que tu peux donner quelques chiffres un petit peu évocateurs, en fait, sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe avec l'IA, en fait, en règle générale? Oui, alors déjà pour commencer, si on est là aujourd'hui, hein, c'est grâce à ChatGPT, cette petite application qui est arrivée d'abord sur nos mobiles il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, hein, c'était le 30 novembre 2022. Et en fait, dans l'histoire du numérique, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est l'application qui s'est répandue le plus vite depuis Instagram, qui détenait le précédent record en 2010. Instagram avait touché 1 million d'utilisateurs en 2 mois et demi. ChatGPT a touché 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Donc ça montre déjà qu'on est face quand même à un outil qui est assez révolutionnaire puisque l'adoption a été vraiment extrêmement rapide. Alors pour donner quelques autres chiffres, si on regarde côté entreprise, là, c'est une étude de McKinsey qui montre que très vite en 2023, tout le monde s'empare de cette technologie. Alors quand je dis tout le monde, non, en réalité, c'est quand même 38% qui vont en avoir un usage régulier, d'autres en ont un usage, mais pas toujours régulier. Et en 2024, au mois de mai, lorsque cette étude est réalisée, on voit déjà que 55% des collaborateurs en entreprise l'utilisent. Et on va aujourd'hui probablement être autour de 80%, sachant qu'on va forcément, un peu comme le logiciel, atteindre 100% d'ici quelques mois. Un autre chiffre qui peut être aussi intéressant, c'est de voir le pourcentage des entreprises qui ont adopté cette technologie d'intelligence artificielle générative dans un de leurs départements. On avait 33% des boîtes qui l'avaient fait en 2023 et en mai 2024, on est déjà passé à 65%. Donc, quand je dis un département, ça peut être le département marketing, le département commercial, RH ou autre. Encore quelques chiffres, si on regarde là, du côté des professionnels du digital, eh bien, on voit que euh, 50% utilisent ChatGPT tous les jours. Et pourquoi faire? Pour produire du contenu majoritairement, mais aussi pour générer des nouvelles idées, corriger du texte, etc., etc. On va voir tout à l'heure des cas d'usage que pourrais vous présenter. Et si je devais donner un dernier chiffre, ce serait celui de c'est quoi l'effet en fait de l'IA générative aujourd'hui dans le business, dans son quotidien de professionnel? Eh bien, on augmente sa productivité. Ça, donc ça, c'est les produits digitales qui répondent aussi lors de cette étude qui a été faite par le blog du modérateur. 76% augmentent leur productivité, 50% augmentent leur créativité. Et puis ensuite, il y a d'autres usages ça nous permet aussi de nous concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée et également de développer nos connaissances. Et
On verra ça aussi dans quelques exemples après. Donc merci pour ces premiers éléments. Je dirais, on voit bien que l'IA en fait est en train de bousculer un petit peu nos habitudes. Comment toi tu vois son évolution, je dirais à court, moyen terme, on va dire. Alors, pour voir un petit peu ça, enfin en tout cas ce qui se dit, donc j'ai évidemment un avis que je vais vous présenter, mais ça me paraît intéressant de voir déjà que l'IA n'est pas née avec ChatGPT, elle était déjà là. En fait, l'IA, c'est une technologie qui date des années 50. On en a aujourd'hui dans les plateformes de streaming, hein, Netflix ou Spotify, c'est-à-dire qu'on va vous proposer un nouveau morceau, une nouvelle série en fonction de ce que vous avez regardé. C'est un moteur d'intelligence artificielle qui fait ça. Les GPS qu'on utilise tous quasiment quotidiennement, eh bien, c'est aussi un moteur d'IA qui vous donne le trajet le plus court. En fonction de là où vous êtes, là où vous voulez aller, ça se met à jour automatiquement en fonction des événements de trafic. On a des intelligences artificielles de vision, qu'on appelle de vision, qui vont regarder ce qui se passe et puis en fait trouver de l'information. Là, dans l'exemple, on voit que ces IA en fait détectent et vont débloquer des applications comme votre téléphone ou les portes d'un aéroport parce qu'elles détectent que c'est vous et uniquement vous et pas quelqu'un d'autre. Et puis enfin, tout à l'heure, à l'issue de ce webinaire, si tu regardes ton réseau social préféré, tu auras un post qui t'est présenté. En tout cas, il y en a plein, mais il y en aura un en tête de liste. Et celui-là, il est aussi généré il est choisi par une intelligence artificielle. Donc Ça, ça, j'avais en fait, remarqué, hein. Pour le coup, Steph, excuse-moi de t'interrompre, mais en effet, j'avais remarqué que j'étais bien ciblé comme il fallait c'était ciblé. Et par les du réseaux coup, a sociaux. priori, bah, ces IA, elles essaient de faire en sorte que ce soit plus pertinent pour toi. Tu vois, ce poste, et c'est probablement, si on te le présente, c'est parce que tu as interagi avec cette personne ou que tu t'es intéressé à des sujets dont elle parle aujourd'hui. Et puis, une autre façon aussi de voir, c'est qu'on est à un moment de l'histoire du numérique où, en fait, cette technologie, elle était mûre. Donc, ChatGPT était le premier à dégainer, mais en réalité, on a plein d'autres IA. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Donc, il y a Claude, il y a Gemini, qui est l'IA de Google, Llama, qui est l'IA de Meta, le chat, qui est un peu notre champion français. Donc, là aussi, tout d'un coup, on voit une start-up française qui arrive et qui concurrence en fait ces IA des GAFAM ou Copilot. Ça, c'est l'IA avec le capot de Microsoft, mais en réalité, derrière, c'est aussi ChatGPT ou Perplexity, pareil, qui sort un peu de nulle part. Donc, on est aussi sur un moment où il y a un momentum, en fait, pour que ces IA se déploient. Alors, pourquoi, en fait, on est à ce momentum? Parce que la technologie était prête. Et ce que je veux aussi peut-être te dire, et aussi à nos invités, c'est qu'on est sur un modèle mathématique, un l'IA génératif qui génère du texte. Aujourd'hui, c'est un modèle mathématique qui va, en fait, à partir d'un début de phrase ou d'une question, générer une réponse. Et je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer que si j'écris l'IA est un outil incontournable pour et que je demande à l'IA de compléter, elle me génère un texte. Là, on voit qu'elle a mis pour de nombreuses entreprises. Et on voit en fait qu'elle génère le texte mot par mot avec des probabilités. Donc là, elle choisit par exemple entreprise, c'est 55% de probabilité que ce mot apparaisse, notamment c'est 14%. Et vous voyez que l'IA, le moteur d'IA va choisir en fait des bouts de mots qui ne sont pas toujours les plus probables. C'est-à-dire que de temps en temps, c'est le plus probable, ensuite elle va en prendre un autre parce qu'elle a dans sa mémoire, elle connaît en fait la probabilité qu'un mot arrive après un autre mot ou une suite de mots. Si je reprends cet exemple et je ressaisis l'IA est un outil incontournable pour, vous voyez que là, l'IA choisit d'autres mots ou le mot. Donc là, c'est pour la conduite de projets complexes. Et donc là, avait 11% de chances d'apparaître et l'IA a choisi ce mot-là, mais elle aurait pu en choisir un autre. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est face à des modèles qui génèrent des réponses qui sont toujours différentes hein, les unes des autres. On n'a jamais le même contenu. Et en réalité, ce qui est aussi un petit peu étonnant, c'est qu'on a quand même toujours un sens qui est correct. Hein. L'IA donne toujours une bonne réponse, entre guillemets, à nous, si on juge que ce n'est pas une bonne réponse, de lui donner peut-être plus d'informations, et on verra ça un petit peu aussi, un petit peu tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on va? Alors déjà, ça c'était le texte, mais on peut aussi voir que très très vite, on est déjà dans la génération d'images. Hein. On donne une instruction à une IA de génération d'images, elle va vous faire une image. De l'audio, eh bien, on peut produire du son. Vous pouvez cloner votre voix et l'IA va vous la redonner. Ce sera votre voix, mais synthétique. On peut créer de la musique avec Suno. On peut créer de la vidéo avec Edgen. Vous filmez et quelque part, ça crée votre avatar et on peut créer des shorts avec Runway qui fait de la vidéo à la demande. Et tout ça, en fait, c'est depuis 2 ans, hein, donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment très, très nouveau dans l'outillage, je dirais, du numérique
des boîtes. Donc, par exemple, là, si je te montre un petit peu la façon dont ça évolue, quand je demandais il y a 2 ans à Midjourney, qui est une nouvelle génération d'images, une grand-mère prenant un café à Paris, ben, vous voyez qu'en février 2022, ma grand-mère était pas très, 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 très en forme et qu'en fait, elle a rajeuni puisque en début d'année, tu demandes la même chose, exactement la même phrase et j'ai quasiment une photo ultra réaliste de ma grand-mère. Alors, c'est pas ma grand-mère, hein, mais c'est une grand-mère qui prend un café à Paris. Donc, Donc on en gros, voit l'IA, si je comprends bien, c'est une cure de jouvence en fait. ben, c'est ça, exactement. Tu peux effectivement rajeunir et tu vas voir qu'il y a plein d'autres usages qui vont t'augmenter un petit peu en tant qu'humain, que professionnel. Et toi, tu vas pas disparaître. En revanche, tu vas effectivement t'ouvrir à énormément de choses. Et ce qui fait que peut-être effectivement, tu te rajeunis un petit peu. Alors là, je vous ai fait un petit exemple. Donc là, vous Pentru voyez que je tamponarea cu parle. spumă uscată în birou, asigură-te că ai o monoperie cu viteză redusă, o perie moale, un compresor cu Tu difuzor, reconnais la un langue? rezervor, un aspirator de praf, balize de Ra- securitate, Rassure-moi, c'est une vraie langue. produsul de Oui, recomandare oui, c'est une vraie langue. gratuită Alors là, je parle en și, dacă roumain este necesar, Ah, parce quel, que quel talent. verifică c'est să ai ça. totul pregătit Là, je înainte de a faisais începe. voilà, je Pentru parlais en tamponare, roumain à quelqu'un qui devait passer un shampoing mousse sèche dans un bureau. Non, en réalité, là, c'est mon avatar et c'est ma voix. Mais vous voyez que bah, c'est plus moi, hein, c'est pas moi qui parle roumain. J'ai jamais appris le roumain, même si ma fille pense que je l'ai fait, mais je lui ai dit non, non, c'est elle-même a confondu. Elle pensait que j'avais appris le roumain. Ben voilà. En fait, donc aujourd'hui, vous pouvez faire ça. Ça prend quelques minutes hein, de fabriquer son avatar et d'enregistrer sa voix. Et ensuite, vous faites parler sur le sujet de votre choix et, euh, et finalement, c'est aussi, ça permet de démultiplier pas mal de cas d'usage pour les boîtes, ça peut être assez intéressant. Alors, on va aussi, tu me demandais, voilà, quelle est l'évolution. Ce qui se passe en ce moment, qui n'est pas encore complètement mûr, mais j'ai déjà vu des démos assez impressionnantes c'est qu'en fait, on va demain parler à des IA ou leur écrire, bien sûr, mais on va aussi pouvoir leur parler. Et l'IA va ensuite être suffisamment autonome pour elle-même savoir ce qu'elle doit faire. Donc là, je vous ai mis un petit schéma où si je donne une instruction à une IA qu'on va appeler l'IA manager, par exemple, elle-même va dire, bah, OK, j'ai moi-même des sous-agents. Donc ça, il faut évidemment les paramétrer, hein, ça se construit. Mais par exemple, si j'ai construit un agent qui va faire des recherches au web, un autre sous-agent qui écrit des textes, et puis un troisième agent qui fait des templates, soit un template d'articles de blog ou de mail et autres, et que je dis, tiens, aujourd'hui, ben, écris-moi un article sur tel sujet, dans tel format, eh bien, l'IA va toute seule détecter qu'il faut d'abord aller voir, choisir le bon template, faire une recherche web pour trouver du contenu, écrire l'article, et elle va me proposer l'article finalisé, eh bien, juste avec une seule instruction. Et donc, on voit en fait que cette IA, finalement, elle va être de plus en plus présente et de plus en plus facile. Il va être de plus en plus facile de lui donner des instructions. Et on est sans doute en train de passer, en tout cas, c'est ce que je pense, d'une société où on était purement dans le logiciel. Tu ouvrais ton logiciel pour faire ton job au bureau, tu ouvrais des applications. Ce logiciel disparaît pas. Mais on a une couche d'intelligence artificielle, alors déjà qui irrigue les logiciels. On voit des logiciels avec des petites fonctionnalités IA, mais demain, on aura probablement aussi des couches d'IA qui iront elles-mêmes se connecter à des logiciels. Par exemple, demain, si tu veux partir à Rome avec ta chérie pour un week-end, tu vas lui dire, bah, tiens, j'aimerais partir à Rome dans 2 semaines, j'ai un budget de 500 euros, trouve-moi le meilleur vol et trouve-moi un Airbnb pas trop loin je sais pas, dans le centre de Rome. Et puis, j'aimerais aussi avoir un programme de visite un peu hors des sentiers battus, et puis tu me réserves un ou deux restos. Eh bien, l'IA, en fait, va se connecter à ces logiciels, à un Skyscanner, à un Airbnb, pour trouver le meilleur combo et te dire, ben voilà, Ludovic, voilà le programme que je te propose, le budget, c'est 499,5 euros, et c'est la meilleure option, mais si tu veux, dis-moi ce que tu veux que je change, et il va le faire, en fait. Donc, on n'aura plus besoin nous-mêmes de se connecter à des logiciels, on aura des couches d'IA comme ça qui vont elles-mêmes naviguer dans ces logiciels qui évidemment auront ouvert leurs portes par des API. Ce qu'on appelle les API ce sont les prises pour faire passer de l'information dans un sens et dans l'autre. Voilà un petit peu la façon dont je pense que vous êtes en train d'arriver. Oui, c'est très passionnant. Ça peut faire peur un peu, mais il faut rester zen. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Mais je reviens un petit peu sur ce que tu disais, je dirais en intro. Donc, ce que j'ai noté, c'était que
En fait, le million d'utilisateurs avait été atteint très très rapidement et avait explosé finalement Instagram. Et pour autant, en fait, moi, quand je suis dans des réunions, je dirais professionnelles, ça nous est arrivé récemment de sonder un petit peu qui aujourd'hui utilisait l'IA dans l'entreprise et on s'aperçoit que finalement peu de personnes lèvent la main, quoi. Donc, en fait, selon toi, en fait, quelles sont les bonnes pratiques en fait pour pouvoir justement donc aller de l'avant par rapport à ça, puisqu'aujourd'hui, je pense il faut, je dirais concrètement, arrêter de faire la politique de l'autruche et aller de l'avant en fait. Alors, c'est vrai, tu as raison, je constate aussi, moi, dans ce que j'ai des formations en entreprise, et quand je demande aux gens voilà, qui utilisent l'IA, on a en gros un quart qui l'a utilisé mais qui ne l'utilise plus, un autre quart qui l'utilise de temps en temps, une fois par mois, deux fois par mois, et puis ensuite les autres qui ont vraiment une utilisation plus régulière, hebdomadaire ou même quotidienne. Et en réalité, quand on regarde un petit peu les personnes qui l'utilisent pas ou très peu, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, c'est souvent que ces personnes ont été déçues ou n'ont pas trouvé les bons usages. Donc, un petit peu ces deux cas de figure. Et si tu me demandes effectivement, enfin voilà, quelles peuvent être un peu les bonnes pratiques, là, tu vois, je mets un exemple de, alors ce qu'on appelle le prompt, hein. Le prompt, c'est l'instruction, c'est ce qu'on demande à l'IA. Et donc, ça, c'est une façon de structurer une demande qui va donner des résultats de très, très bonne qualité. Mais c'est vrai que si on n'a pas ça en tête, c'est un petit peu, ça peut être un peu déroutant parce qu'on dit, bah, écris-moi un article, écris-moi un post, et puis en fait, la qualité n'est pas si bonne. On se dit, bon, non, en fait, ok, c'est marrant, j'ai un peu joué, mais finalement, concrètement, je ne vois pas très bien comment le faire. Là, tu vois, entre un exemple, de écris-moi un post sur tel sujet et cet exemple où je donne un rôle à l'IA, donc je dis, ben voilà, aujourd'hui, j'ai besoin que tu sois un expert, que tu agisses comme un expert en marketing et en communication. Je te donne du contexte, évidemment, parce que tu ne me connais pas, tu travailles pour un organisme de formation spécialisé dans les formations de professionnels ou soft skills. Je vais lui donner une tâche, écrire un post pour Facebook à l'occasion du lancement de ma nouvelle formation sur la communication non violente, et je vais lui dire pourquoi. Pourquoi je veux que tu écrives ça? Bien parce que je veux convertir des internautes en clients. Et ensuite, je peux ajouter les contraintes. Je voudrais que le poste bien, soit clair, soit mentionne une durée, le public cible, les bénéfices aussi pour les participants, et éventuellement aussi du format. Et une fois que je fais ça, et bien là, en fait, tu vas voir que le résultat, il est assez alors, impressionnant ou pas, mais on a un poste qui est très bien structuré avec un titre, avec des emojis. L'IA me dit, voilà, lancement de notre nouvelle formation sur la communication non violente. Une première question un petit peu ouverte en disant, vous souhaitez améliorer vos relations professionnelles et personnelles. Et puis ensuite, dans ce qui suit, l'IA a généré une durée, un public. Elle a imaginé que cette formation pourrait intéresser tel et tel public. Elle a aussi imaginé des bénéfices, mais qui sont en réalité très cohérents avec le sujet de ma formation. Une invitation pour passer à l'action jusqu'à la fin du post où on voit que l'IA me donne le lien vers une page d'inscription. Alors, évidemment, attention, à moi de relire, parce que ce post, si je le mets comme ça, il n'y a pas de lien, hein, et puis il y a peut-être même des erreurs. L'IA, en même temps, ce petit côté un petit peu magique, mais il faut absolument qu'on soit en mode contrôle et de se dire, tiens, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas d'erreur? Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais dire? Parce que le professionnel, hein, c'est toi sur ton sujet demain, qui même équipé d'IA. Donc l'IA nous fait gagner du temps. Particulièrement là, voilà, si on n'a pas l'habitude de faire des posts sur les réseaux sociaux, mais tu vas voir tout à l'heure, enfin, on va en parler, mais il y a de nombreux cas d'usage où l'IA peut nous aider. Donc ça, c'est une première, je dirais, bonne pratique, c'est de structurer sa demande. Il y en a d'autres, c'est aussi de comprendre que l'IA, c'est pas Google. Et en réalité, c'est assez complémentaire. Google, c'est notre vieil ami, hein, depuis plus de 25 ans. On va l'appeler, moi je le compare à un bibliothécaire à qui je demande, tiens, donne-moi de l'info sur tel sujet, je fais ma requête, et puis ce brave Google va dans sa bibliothèque et puis me ramène, tu vois, rapporte une petite Tu parles de Google comme un ancêtre, mais en fait, faut se rappeler quand même que Google, quand il est sorti, ça a aussi, je dirais concrètement, bougé les lignes. Complètement, c'est vrai. On a eu un accès avant, sans Google, il fallait soi-même connaître des sites, et là, on allait vers une interface ultra simple. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que refait l'IA, l'interface de ChatGPT, tu vois, c'est la première section, c'est comment puis-je t'aider? C'est quand même ultra engageant. Mais le fonctionnement est très différent parce que Google connaît en fait toutes les sources et te rapporte les sources avec un certain nombre de résultats. Alors, sur le dessus, tu as les résultats payants, puis après les résultats naturels. L'IA, en réalité, moi je la compare à plutôt une savante qui a tout lu, mais qui ne sait plus où sont les sources. Et dans l'IA, il n'y a plus les sources, en fait. La savante va te regarder droit dans les yeux pour répondre à ta question. Elle a la mémoire de tout ce qu'elle a lu, donc elle est très, très pertinente, mais elle n'a plus les sources. Alors, de temps en temps, et d'ailleurs, c'est des nouveaux modèles d'IA là, qui sont arrivés depuis quelques mois,
Quand la savante sait que tu poses une question d'actualité, elle va voir son copain Google, elle lui fait une petite requête, elle lui dit, donne-moi trois, quatre articles, et elle te répond en ayant lu ces articles. Et du coup, c'est un peu le meilleur des deux mondes, hein. C'est par exemple Perplexity. Aujourd'hui, si vous testez cette Ouais, IA, tout à fait. Ouais. eh bien, tu vas voir que Perplexity va d'abord trouver des articles et les lire et te faire une réponse ultra personnalisée. Donc ça, c'est un autre bon usage. C'est, de temps en temps, c'est bien d'aller sur Google, de temps en temps, c'est mieux d'aller sur l'IA. Il faut juste un petit peu savoir dans quel cas, enfin, ce que ça fait. Alors, autre bonne pratique, c'est vraiment d'être clair, hein, avec l'IA. C'est de lui parler un petit peu comme on peut parler à un collaborateur. Ben, plus on est clair et plus on comprend ses besoins, c'est ce que je mets un peu derrière le mot empathie. Ben, évidemment, l'IA, c'est des modèles mathématiques, hein, donc il n'y a pas, il y a personne. Mais si on se comporte un petit peu comme on le ferait avec un collaborateur, on va avoir des réponses de bonne qualité parce que le collaborateur qui arrive, qui ouvre la porte et qui est de bonne composition, qui a envie de t'aider, mais il faut lui donner du contexte, lui dire, voilà, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, du contexte, pourquoi je te demande ça, et du coup, il fera mieux son job que si tu le fais pas. Et puis, je dirais, l'IA, c'est aussi, il faut le considérer comme, dans ChatGPT, tu vois, il y a chat, hein, c'est discuter, donc c'est de l'itération. Si tu n'es pas content avec la réponse, eh bien, dis-le, demande des précisions, tout en restant poli. Je dis ça parce que, en fait, l'IA va aller chercher de l'information de bonne qualité dans des endroits où les gens sont plutôt polis. Donc ça a été prouvé scientifiquement. C'est un petit peu drôle, bon, sans être super poli, hein. En revanche, si tu dis à l'IA que ce qu'elle te donne n'est vraiment pas bon, elle peut se bloquer. Et puis, un autre petit conseil, de ne pas trop demander en un seul prompt, donc en une seule demande. Donc, c'est en général, on fait ça tâche par tâche, de ne pas donner deux instructions en même temps. Ça peut un petit peu embrouiller l'IA. Voilà un autre bon usage. Et je dirais, s'il y a une dernière chose qu'on peut essayer d'appliquer, c'est de structurer en fait sa demande. Et ça, je remarque que c'est souvent une compétence qu'on n'a pas naturellement parce que quand on est face à son clavier, on sait ce qu'on fait. Donc, on n'a pas besoin de se dire, bah, voilà, je passe par telle et telle étape, hein. On est finalement nos mains sur le clavier, c'est la continuité de ce qu'on a dans la tête, alors que là, on est obligé de s'adresser à une techno, un outil, et il va falloir lui dire clairement et précisément ce qu'on veut. Et je m'aperçois que ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est peut-être une compétence qu'il faut un petit peu muscler quand on veut utiliser les IA génératives. Ok, Steph, merci pour cet éclairage. Du coup, je pense que ce qu'on peut faire, c'est passer maintenant au cas d'usage. Je pense que ça doit intéresser l'audience. Donc, est-ce que tu peux nous présenter quelques cas d'usage, je dirais, pour nous éclairer un petit peu sur ce qu'on peut faire avec cette IA, en fait? Oui, carrément. Alors, les cas d'usage, déjà, on peut les regrouper un petit peu par typologie. Souvent, le premier réflexe, c'est d'utiliser l'IA comme une assistante, un assistant à qui on va déléguer des choses. Donc ça, évidemment, c'est la chose la plus naturelle, surtout si c'est des choses un peu répétitives ou chronophages ou fastidieuses. On dit, bah, OK, l'IA, elle peut m'aider peut-être pour faire des résumés, pour écrire des premières versions, plutôt que de partir d'une page blanche. L'IA, elle va être très bonne aussi pour faire de la correction, faire de la traduction. L'IA, aujourd'hui, elle connaît plus d'une centaine de langues, hein, sans faute d'orthographe, sans faute de syntaxe et autres. Donc ça, c'est un peu l'IA à qui on va déléguer des choses. Et ça fonctionne très, très bien. Et c'est, je dirais, le premier réflexe des personnes qui commencent à utiliser l'IA. Mais en réalité, il y a d'autres façons aussi de voir l'IA. Il y a une typologie d'usage qui sont un peu dans l'IA, qui a un rôle de créateur, de muse. Là, l'IA va être très très bonne pour générer plein d'idées, pour faire des analogies, pour faire des liens, pour imaginer des situations. Et ça, c'est pas le premier usage qu'on a envie de donner à une IA, mais en fait, l'IA, ayant tout lu, tout vu sur le web depuis 25 ans, est très très bonne pour faire ça. Et ensuite, on a l'IA associée. Ça, c'est l'IA à qui on va demander de nous challenger. Tiens, j'ai fait tel article, qu'est-ce que tu en penses? Tiens, j'ai une décision à prendre. Est-ce que tu peux me challenger sur cette décision? Quels sont les critères de qualité sur telle analyse, sur l'analyse que j'ai faite? Pose-moi des questions pour m'améliorer. Donc ça, c'est assez sympa parce que parfois, on n'a pas toujours un associé avec soi, ou en tout cas, si on en a un, il ou elle n'est pas toujours disponible. Et avoir un petit peu ce rôle d'IA en mode sparring partner, ça peut vraiment nous aider à améliorer des choses qu'on fait au quotidien. Et puis le dernier rôle, c'est le rôle
de mentor, un peu de coach, de prof. Et là, on peut demander à l'IA de nous former sur énormément de sujets. Enfin, en fait, il n'y a pas vraiment de limite, hein, puisque si en tout cas l'IA, si c'est sur le web, dans des bouquins, dans des cours, et bien l'IA l'a lu et est capable de vous faire une formation sur mesure. Déjà, il y a un petit peu ces quatre typologies d'usage. Donc, si tu veux, je peux vous donner quelques exemples hein, que j'ai Je veux préparés. bien, je pense qu'on veut bien, oui, tout à fait. Tu peux y aller. D'accord. Alors, j'ai pris quelques use cases dans la communication et le marketing. Par exemple, là, je vais dire à l'IA, créer un descriptif produit attractif pour une fiche produit à partir de cette image. Je lui donne une image, par exemple, là, je lui donne une image de chips, Bretz. Et puis, en donnant ça à ChatGPT, par exemple, c'est l'IA que j'ai prise ici, ben, tout d'un coup, voilà, ChatGPT a déclenché son IA de vision, a regardé l'image et a détecté qu'effectivement, toutes les caractéristiques de ces chips, il en a fait une fiche produit. Et vous voyez, je n'ai pas demandé à l'IA de la structurer d'une façon ou d'une autre, elle a repéré un certain nombre d'éléments sur la photo et elle écrit une fiche produit. Alors, si on en a une à faire ou quelques-unes, ben, on peut le faire comme ça. Puis après, on peut aussi automatiser cette fonction si on a des centaines de produits à passer et qu'on veut renouveler un petit peu ces fiches produits. Un autre exemple d'IA, alors là, je prends un peu l'IA de l'idéation. Je dis, tiens, je suis une boîte, par exemple, qui propose du conseil en sécurité aux PME et j'aimerais comprendre, en fait, moi, mes clients sont des dirigeants de PME et quelles sont les questions qui se posent par rapport à la sécurité. Pourquoi? Parce que je voudrais écrire des articles de blog et donc je vais demander à l'IA de me faire la liste de 10 questions que se posent les dirigeants sur le sujet de la santé et de la sécurité au travail. Et je dis à l'IA, ben, pour chacune des questions, propose-moi 3 articles de blog. Et si je demande ça à ChatGPT, vous voyez que ChatGPT s'exécute, hein, ça prend quelques dixièmes de seconde et instantanément, voilà, enfin, j'ai une première question que se pose le dirigeant sans doute, comment établir une culture de sécurité au sein de l'entreprise? Une deuxième question, quels sont les principaux risques en matière de santé et de sécurité pour mon secteur, etc., etc. Et pour chaque question, eh bien, ChatGPT me propose 3 sujets d'articles qui sont très cohérents avec ces questions. Et donc là, voilà, tout d'un coup, j'ai 30 idées d'articles, si j'avais plus d'idées, que je peux aussi travailler avec l'IA. C'est-à-dire que je peux prendre un de ces articles et dire à l'IA, ben, maintenant, on va travailler sur tel article. Donc, fais-moi une proposition de plan et puis construis l'article et puis écris-le. Et puis, une fois que j'ai l'article, je peux dire à l'IA, toujours dans ce rôle un peu, tu vois, de créateur, d'IA créatrice ou je lui dis, bah, illustre tel article, donc là, en l'occurrence, l'article numéro 2, crée une photo super, hyper réaliste de jeunes gens heureux sur le thème de la sécurité au travail. Et il y a de génération d'images, va me créer cette photo. Alors, c'est une photo. En réalité, cette jeune fille n'existe pas. Elle a été créée pixel par pixel, hein, parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas, on n'est pas avec l'IA type Google qui te sort des photos ou des images, hein. On est vraiment avec l'IA savant qui sait ce que tu veux et qui va reconstituer ce que tu veux pixel par pixel. Donc en fait, cette image aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est libre de droit et que tu peux la récupérer pour ta newsletter, pour ton article. Un autre exemple dans la gamme associée, donc si là je veux analyser mon site internet et le comparer au site d'un concurrent, donc là j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui fait qui a un site qui s'appelle Alix Communication, et je dis ben, liste mes points forts et mes points faibles par rapport au site de mon concurrent et fais une analyse SWOT, hein. SWOT c'est identifier les faiblesses, les forces, les faiblesses, opportunités, menaces. J'envoie ça à ChatGPT et hop, j'ai une analyse avec un tableau. ChatGPT a identifié les critères qui étaient intéressants, donc design, clarté du message, facilité de navigation, appel à l'action, etc. Et me dit, voilà où t'en es toi et voilà ton concurrent. Et ensuite, voilà, l'analyse continue et ChatGPT me donne des conseils, hein, tu vois, pour améliorer mon site. Et une fois que j'ai un conseil, ben, soit je le prends, soit je ne le prends pas, mais je peux aussi aller creuser ce conseil et faire de l'itération. Mais on voit voilà, que j'ai quasiment un peu à côté de moi un associé qui me donne un premier avis. Alors évidemment, à un moment donné, il va falloir travailler avec un expert qui va faire des choix et puis te dérouler ça. Mais on a déjà un petit peu une idée de ce que ça demanderait d'améliorer son site Internet. Un autre exemple sur l'IA Muse, c'est le site. Aujourd'hui, on peut mettre du texte dans de l'image. Par exemple, crée-moi la photo en gros plan d'un mug avec le texte l'IA pour les pros, une baie vitrée moderne et lumineuse avec un paysage
voilà. Donc ça, je suis assez libre de mettre ce que je veux. Et j'ai voilà, un ordinateur sur une baie vitrée avec l'IA pour les pros marqué sur ce mug. Rien de ça n'existe, hein. Ça a été encore une fois reconstitué pixel par pixel. Donc tu vois bien que là, on met du texte sur un mug, mais on peut faire une affiche demain, on peut faire énormément de choses en inscrivant du texte dans l'image. Donc ça, c'est aussi des use cases assez intéressants. Un autre exemple d'IA un peu plus élaboré, donc là, il faut évidemment un petit peu s'équiper, mais c'est par exemple une IA qui s'appelle Notebook LM, dans laquelle je vais charger des documents. Donc, si par exemple, j'écris des textes publicitaires et je veux que ça réponde aux exigences de l'ADEME en matière de communication responsable, eh bien, je vais aller sur cette interface qui va et ensuite constituer des petits notebooks, des petits dossiers dans lesquels ici, tu vois, je vais charger sur la gauche tout un tas de documentations qui sont intéressantes. Et quand je travaille avec cette IA, l'IA va me dire, va me répondre en me disant, voilà, donc là j'ai demandé à l'IA, peut-on dire d'un produit qu'il est responsable? Et l'IA me répond en me donnant aussi les sources. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on voit que l'IA va pas forcément récupérer les sources là sur Internet, mais elle va s'inspirer, enfin elle va aller chercher de l'information dans les sources que je lui ai données et me dire aussi, tu vois, il y a des petits 1, 2, 3, 4, 5, 6, me dire à quel endroit du document elle a récupéré l'information. Donc ça, quand on a des sujets un petit peu plus costauds, c'est vraiment intéressant d'avoir ce type d'IA avec soi. Un autre exemple, c'est un dernier peut-être pour illustrer ça, c'est Apprends-moi. Donc là, moi, je ne sais pas faire de la publicité sur TikTok, hein, mais en revanche, je me dis que j'ai peut-être envie d'apprendre. Eh bien, je demande à l'IA de me faire un plan de formation en 5 étapes. Je suis débutant, j'aimerais privilégier des contenus vidéo, mais plutôt en français, puis indique les liens aussi. Donc là, l'IA va faire le job et c'est ChatGPT qui va aller me faire ça en 5 étapes et effectivement, ça marche. J'ai regardé, les tutos sont d'assez bonne qualité. Je n'ai pas été obligé d'aller sur YouTube moi-même, me perdre dans la jungle des tutos et des influenceurs. Il a fait le job et en fait, si je suis ça, eh bien maintenant, en tout cas, je sais démarrer pour faire pour faire de la pub sur TikTok. Donc ça, voilà, c'est quelques exemples, tu vois, dans la com et le marketing, mais en réalité, dans tous les domaines, en fait, on peut s'équiper d'IA et en tout cas, ça peut être utile. Là, tu vois, dans les métiers de la vente et du commercial, pour la prospection, je peux demander à l'IA de créer un script pour un appel commercial. Bon, je peux lui demander de rédiger un mail d'approche, ou un message sur LinkedIn. Je peux lui demander de créer un devis, d'analyser un appel d'offres pour y répondre. Alors évidemment, tu vois, l'instruction, ce n'est pas juste analyse cet appel d'offres et réponds-y, parce que ça, on n'y est pas encore, mais même si ça va bientôt arriver, mais c'est euh, donner du contexte, lui donner un rôle. Mais l'IA va vraiment pouvoir nous aider si on a ce travail à faire et nous aider à avancer, sachant qu'on restera toujours aux commandes pour s'assurer que c'est pertinent, que c'est bon, que c'est la façon de le faire ou pas. Dans le commercial, toujours, tu peux vraiment enrichir des argumentaires de vente, hein. Tu donnes une situation, tu as des argumentaires parce que tu es un pro de la vente, mais peut-être à un moment donné, tu te dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées? Tu peux simuler une négociation et t'entraîner avec une IA pour faire une négo un peu complexe avec un client que tu connais peut-être pas ou sur un sujet que tu maîtrises un peu moins. Tu vas pouvoir rédiger un contenu d'entretien. Tu vois, là, il y a aussi des applications d'IA qui font des résumés, t'enregistres avec l'accord de ton interlocuteur l'échange que tu as eu et à la fin de l'entretien, eh ben, ok, tu as peut-être pris des notes, mais tu as tout de suite un compte-rendu que tu peux envoyer dans ton CRM. Tu vas pouvoir faire des mails de réponse au SAV parce que tu as des clients qui sont peut-être mécontents à un moment donné. Bah, tu vas pouvoir leur faire une réponse ultra rapide et très très quali, hein. L'idée, c'est pas que ce soit rapide, c'est aussi que ce soit très quali, mais l'IA peut te faire donner des idées, te faire gagner du temps là-dessus. Donc ça, tu vois, c'était pour le développement commercial et la vente, mais tu peux aussi l'appliquer pour les RH. Donc là, au RH, bah, tu vas pouvoir, par exemple, hein, c'est vraiment très illustratif ce que je te dis là, mais il y a énormément d'autres cas d'usage, mais tu peux rédiger une offre d'emploi, tu peux analyser des CV, tu peux faire des réponses, des mails à des candidats, et même automatiser ça, parce que les candidats, parfois, on ne voit pas toujours toutes les bonnes infos. Tu dis, tiens, merci de votre candidature, mais j'ai juste noté que dans vous aviez oublié telle ou telle pièce, ou tiens, voilà telle précision que j'aimerais vous demander. Ça, c'est l'IA peut te rédiger ces messages. Tu peux aussi préparer un entretien de recrutement. Toujours au RH, tu vas pouvoir onboarder un nouveau collaborateur plus facilement parce que tu vas lui mettre un petit chatbot qui va lui permettre d'aller naviguer avec des questions ouvertes dans toute ta doc d'onboarding et tes manuels, tu vois, pour tout un tas de questions qui peuvent se poser.
créer des contenus de formation, évaluer de la performance, préparer un entretien, etc., etc. La liste est quasiment, enfin, tu vois, chaque cas d'usage, l'IA peut t'aider. Alors évidemment, après, il va falloir discerner ce qui te fait vraiment gagner du temps et ce qui a de la valeur, mais Bien en sûr. tout cas, ça, c'est possible. Et c'est d'autant plus possible que tu vois aujourd'hui, quand moi, je vais dans des boîtes pour équiper, on voit que ça va effectivement. Alors, les exemples, là, les départements, tu vois, marketing com, force de vente, développement commercial et RH, c'est un petit peu les trois sujets qu'on retrouve beaucoup. Mais d'une façon transversale, on va aussi en retrouver dans de la gestion de projet dans du management, dans du support client, dans de l'IT pour des développeurs. Aujourd'hui, on a des IA. Alors, les développeurs, parfois, n'aiment pas trop ça parce qu'ils se disent, tiens, l'IA me challenge, mais les développeurs qui s'équipent d'IA voient bien que bah, c'est utile pour relire du code, pour documenter, pour faire des choses qui sont un petit peu aussi un peu bas niveau. Donc, les développeurs vont les déléguer à l'IA des choses que bah, ils prennent moins de plaisir à faire et eux vont se concentrer aussi sur des tâches voilà, à plus haute valeur ajoutée. Dans des services administratifs ou financiers, et bien aussi, là aussi, on peut gagner énormément de temps, voire aussi dans des services juridiques. Alors là, typiquement, on peut brancher son IA avec, tu vois, un code du travail, de la documentation interne, des contrats, et générer du contrat, en tout cas des premières versions, ou analyser des contrats. Tu vois, un partenaire t'envoie un contrat, tu veux assez rapidement savoir ce qu'il y a dedans et peut-être aussi des précautions ou les questions que tu pourrais poser, eh bien, en mode rapide, tu peux avoir un résumé du contrat, mais aussi l'IA va pouvoir t'aider à discerner les points clés un petit peu ou les points de vigilance que tu vas devoir adopter. Et ça, en fait, ce que je vois aussi souvent, tu vois, par rapport aux usages, c'est que moi-même, hein, je fais ça maintenant depuis presque un an et demi, mais on découvre des cas d'usage auxquels on ne pense pas spontanément. Et tu sais, aussi beaucoup de pratiques qui fait qu'à un moment donné, tu vois, on s'y met une fois, deux fois, puis à un moment donné, on découvre des cas, et puis on continue à en découvrir en fait assez longtemps, jusqu'à en faire finalement une aide dont on peut plus se passer parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment très utile pour un tas Ouais, tout à fait. Puis on fait des tests aussi. Je pense que clairement, tu parlais d'itération. L'idée, c'est ça aussi, quoi. C'est de tester des choses, en fait, aussi. complètement. Et c'est là, c'est très ludique. On dit, tiens, est-ce que l'IA peut m'aider à faire ça, oui ou non? Et on teste, on dit, bah là, c'est utile, là, ça l'est pas. C'est pas toujours utile. Donc là aussi, c'est vraiment son expertise, son expérience qui va montrer à chacun, bah, là, ça m'aide pas. Et ensuite, voilà, mais c'est très libre, hein. Une IA, c'est un chat à qui on peut dire n'importe quoi. C'est un peu n'importe qui. Parfois, la réponse peut être un peu surprenante. Et c'est d'itération, mais il ne faut pas hésiter en fait à pousser l'IA, à la questionner. Est-ce que tu peux m'aider à faire ceci, cela? Comme si on avait en fait quelqu'un voilà, qui est de très bonne volonté. L'intérêt aussi, c'est que c'est H24, hein, 7 jours sur 7. On a quelqu'un, entre guillemets, parce qu'évidemment, il n'y a personne derrière, hein, Mhm. c'est des modèles mathématiques, mais c'est un petit peu ça aussi la magie, c'est que les développeurs d'IA ont réussi, grâce à des équations, à finalement simuler, parce que d'IA, l'intelligence artificielle, c'est pas intelligent, hein, ça simule des intelligences. Mais Tout ça à fait. simule pas tellement bien qu'on se dit, bah, en fait, ouais, c'est presque intelligent. Donc, du coup, on y est, quoi. En fait, c'est le commercial augmenté, c'est le marketeur augmenté, le juriste augmenté, etc., quoi. Du coup, c'est une vraie C'est aide, en ça. fait. C'est ça, en fait, c'est exactement ça. Tu vois, dans les usages, ben, l'IA assistante, tu lui délègues, donc ça, tu gagnes en productivité, mais les autres use cases, tu vois, l'IA muse, créatrice, associée et mentor, ça t'augmente. En fait, ça te rend plus créatif, ça te rend plus smart aussi, parce que l'IA associée, elle t'aide à voir des choses que tu n'avais pas vues, et l'IA mentor et coach, elle t'apprend des choses. Donc, en fait, tu vois que tu apprends aussi plus vite, c'est plus facile d'apprendre, et tout ce côté-là, on est bien dans l'augmentation et pas dans le remplacement. À nous de nous déplacer après petit à petit, tu vois, parce que justement, on va Bien peut-être sûr. il y a des choses que ben, peut-être aussi qui nous, tu vois, des trucs répétitifs ou chronophages ou un peu fastidieux ou complexes. Ben, parfois, on est bien content de pouvoir le déléguer et ça, l'IA va se proposer. Ça va être hyper intéressant, et donc à nous peut-être aussi, voilà, de nous déplacer un petit peu vers ce qui nous intéresse le plus. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant et moi, je trouve assez enthousiasmant. Ouais, tout à fait. Du coup, c'est vrai que ce qui va, enfin, comme point de vigilance, on pourrait dire de attention les sources qu'on utilise, bien évidemment. Et puis, garder quand même le contrôle. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit.
Donc d'avoir un petit peu ce recul pour avoir le discernement en fait par rapport à ce que peut nous proposer l'IA. Exactement, parce que vous avez vu au début, c'est pour ça que je vous ai montré ça aussi, c'est qu'il y a génère des bouts de mots les uns après les autres de façon probabiliste, mais si dans les sources il y a des erreurs, hein, donc il y a des erreurs sur le web, hein, il y a même des fake news, eh bien l'IA va les potentiellement peut les redonner. Parce qu'à un moment donné, elle choisit un bout de mot, si elle s'embarque sur un rail où il y a une erreur, elle peut vous donner un petit élément faux dans tout un contenu qui paraît bon, parce qu'après, elle va reprendre les rails, le truc qui est juste. Mais effectivement, l'IA a ses limites et c'est constitutif de la façon dont c'est fabriqué. Ça a des limites, il y a des biais dans l'IA. Il faut être vigilant aussi sur la sécurité. On n'envoie pas dans l'IA des données, des fichiers clients, par exemple, parce que ça va sur des serveurs. Alors, si ce n'est pas ses propres serveurs, eh bien, potentiellement, les IA se réentraînent ensuite sur ces données. Alors, ce n'est pas parce que vous avez donné à l'IA le fait que votre client s'appelait Jean Dupont que demain, on va le retrouver. Parce que l'IA, rappelez-vous, ne va pas vous donner les sources, elle va un peu les mémoriser, mais la bonne pratique veut effectivement qu'on soit un peu vigilant sur, on ne donne pas de données confidentielles à des outils qui ne sont pas vraiment les siens, quoi. Ok. Ok, bah top, hein, super. En tout cas, on voit bien qu'il y a plein de cas d'usage qui peuvent intéresser bah, les gens qui sont avec nous aujourd'hui et même nous d'ailleurs, hein, donc les agences InWin. Moi, ça m'a donné plein d'idées. Donc super. Donc pour conclure, puisqu'on arrive, on arrive à l'issue, je dirais, de cette présentation. Pour toi, quels seraient en fait les conseils que tu pourrais donner, je dirais, aux gens qui sont ici avec nous pour intégrer l'IA dans leur entreprise? Alors, le premier conseil, c'est aussi un petit peu enfin, ce que je fais, puis avec vous, hein, dans ce partenariat, c'est vraiment de se dire il faut commencer par investir un peu de temps dans de la formation. Donc, ça, c'est un peu la première, c'est un peu la fondation. C'est-à-dire il faut savoir un peu les bonnes pratiques, donc la structure du prompt, tester avec quelqu'un qui va vous dire ben là, tu pourrais le faire différemment, parce que c'est un peu vous mettre le pied à l'étrier. Donc, la formation, c'est assez rapide parce qu'en réalité, en une journée, on est déjà à 80% de tout ce qu'il faut savoir sur l'IA. Et puis après, ça va être beaucoup de la pratique. Et une fois qu'on s'est formé, qu'on peut pratiquer, eh bien, on peut passer à une deuxième étape qui va être de s'équiper d'une solution, de choisir la solution qu'on veut pour son entreprise si on décide d'équiper ses collaborateurs. Et ensuite, ça va être aussi de rester en contact avec l'innovation et d'évoluer. Donc, si je reprends un petit peu les différentes briques, la formation, c'est en transversal sur des cas d'usage qui sont transversaux à plein de métiers, hein. C'est faire des résumés, faire des analyses, faire des rapports. Et puis ensuite, on peut se former sur un métier spécifique. On est directeur commercial, on est agent commercial, on est responsable dans un service de marketing ou de ressources humaines. Eh bien, il y a des formations qui sont spécifiques à ces métiers parce que là, du coup, on va avoir le temps d'explorer des cas d'usage qui vont être intéressants ensuite pour son quotidien. Donc ça, c'est un petit peu la brique formation. La brique équipement, eh bien, c'est choisir la solution. Ça peut être ChatGPT, mais ça peut être d'autres solutions selon en fait le secteur dans lequel on est, selon son métier. Il y a pas que ChatGPT. Et puis ensuite, c'est aussi de s'équiper d'outils. Je mentionnais tout à l'heure l'outil qui fait des résumés ou l'outil qui permet de constituer des petits dossiers, se travailler sur des cas clients ou des cas particuliers. Voilà, donc c'est aussi choisir les bons outils pour équiper ses collaborateurs. Et puis, c'est aussi ensuite d'aller paramétrer ces solutions en créant ce qu'on appelle des agents, des assistants. Donc là, ça va être sur des tâches répétitives. C'est par exemple, je vais paramétrer un petit assistant qui va me faire mon post LinkedIn je dirais, à mes couleurs, de la façon dont je parle sur les sujets, etc. Donc là, on va préconfigurer en fait des petites IA en donnant beaucoup de contexte. On n'aura pas besoin chaque fois de redonner le contexte. C'est ce qu'on veut faire. On donnera peut-être juste le sujet du post, par exemple, si je reprends l'exemple du post LinkedIn. Et puis, ça va être aussi d'identifier peut-être des endroits où on peut automatiser. Donc là, on va mettre en place des petites briques logicielles couplées avec des petites briques d'IA pour faire des choses de façon un peu automatique. Un petit exemple, tu vois, si tu veux faire ta veille dans ton secteur, aujourd'hui, ta veille, bah, tu reçois ça dans ta boîte mail, mais tu as peut-être plusieurs sources et puis tu n'as pas forcément le temps de les lire et puis en fait, tout ne t'intéresse pas. Et bien demain, tu vas pouvoir aller mettre ça dans un petit un flux d'automatisation où tu as une première brique qui va récupérer tes mails sur des sujets de ce à quoi tu es abonné, identifier ce qui t'intéresse,
par de l'IA, ensuite te fait un résumé aussi par de l'IA en disant ben, je te donne un peu le résumé de tout ça, et puis envoyer ça automatiquement sur ton mail le lundi matin quand tu arrives, tu as ton petit résumé avec ta newsletter qui est juste sur ce qui t'intéresse avec la façon dont tu veux. Donc ça, c'est à la fois de l'IA, mais c'est aussi de l'automatisation. Et puis une fois que tu es équipé, mais en fait, voilà, moi je vois des boîtes qui sont équipées, ça fonctionne bien. Et on peut aussi vouloir se dire, mais en fait, ça va quand même super vite. Et moi, j'ai envie en fait de rester au courant de ce qui se passe. Par exemple, je te parlais d'agentisation. Donc là, oui, c'était une petite blague pour te montrer, voilà, un peu sur l'automatisation. Donc, Ok. tout à l'heure, voilà, Mec. et puis, si tu veux ensuite te tenir au courant et progresser, eh bien là, en fait, tu vas peut-être avoir envie de savoir ce que vont faire les agents IA demain et de ne pas rater le coche parce que tu estimes que toi, il y a peut-être de la valeur ou en tout cas, tu as envie de tester. Et donc là, c'est de se dire, bah, en fait, peut-être que j'ai besoin tous les mois de me faire un petit rappel en mode, je fais un webinaire ou une mini-formation pour mes collaborateurs sur les sujets qui m'intéressent ou d'avoir quelqu'un qui est un peu en mode support, tu vois, IA externalisé, mais j'ai peut-être quelques heures par mois avec lui pour qu'il me dise un petit peu, voilà, tiens, j'ai rencontré telle problématique, comment est-ce que je peux mettre de l'IA là-dedans, comment je peux l'automatiser. Et donc, c'est de rester en contact, si tu veux, avant peut-être d'internaliser, parce que moi, je pense qu'un jour, des boîtes, même des PME, pourront aussi internaliser ces compétences, hein. Donc après, c'est un choix, effectivement. Est-ce que j'ai suffisamment de cas pour internaliser ou est-ce que je m'appuie sur un prestataire qui est vraiment hyper compétent, un petit chèque, tu vois, de l'IA. Donc voilà un petit peu les conseils sur la façon de monter à bord du train de l'intelligence artificielle. Très bien, super. Bah, écoute, top. Donc, merci encore Stéphane pour cet éclairage, vraiment très très précis. Je pense qu'on a abordé pas mal, je dirais, de questions que les gens peuvent se poser, mais il y en a certainement, je l'espère en fait, dans le chat. Guy, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu des questions, je dirais, sans donner les réponses, hein, Guy, hein, mais des questions en fait qui sont dans le chat. Ouais, alors la première, certaines phrases ne sont pas finies dans les réponses de ChatGPT. Alors ça peut arriver parce que c'est une question de bande passante. Alors souvent, on voit un petit carré. Là, il faut relancer, en fait, souvent, ou dire recommence. D'ailleurs, dans ChatGPT, si on n'est pas content d'une version, il y a un petit bouton avec une sorte un petit peu de recyclage et ça génère une autre réponse. Mais souvent, quand ChatGPT s'arrête dans une phrase, c'est parce que il se dit peut-être qu'il a déjà donné pas mal d'éléments. Il faut juste lui dire continue ou recommence. Et ça, normalement, la réponse s'affiche. Oui, j'ai ça. Alors, juste de complète ce que tu dis, aussi en rafraîchissant la page. En fait, les mots peuvent apparaître parce que justement, c'est un problème de bande passante. Ouais, souvent c'est ça. C'est une mauvaise connexion qui fait que l'IA qui génère devant vous la réponse, surtout si elle est un petit peu longue, peut s'arrêter en cours de route. Ouais. J'ai une question liée aux gaz à effet de serre et à l'environnement. Donc, quel est le coût en fait des requêtes IA, sachant que le numérique représente déjà 3 à 4 en fait des gaz à effet de serre. Est-ce que ça va pas exploser avec l'IA? Alors, si, hein, c'est bien ce qui se dit. Moi, j'ai quelques comme ça, petits chiffres en tête que j'ai pas vérifiés, mais qu'on entend assez souvent. C'est une requête avec l'IA, c'est l'équivalent de 10 requêtes sur Google. Bon, en même temps, quand vous faites une requête avec l'IA, si vous avez tout de suite la bonne réponse, c'est peut-être aussi, il faut le comparer à une requête sur Google plus un certain nombre de clics sur Google, mais ça donne quand même un petit peu une idée, voilà, de 1 à 10. La génération d'une image, on dit que c'est l'équivalent d'une recharge de téléphone. Donc là, on voit tout de suite que tout ce qui est image, ça consomme beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les grands acteurs du numérique, type Google, par exemple, ont dit, bah, nous, on renonce à nos engagements RSE pour 2024 parce qu'il y a trop de demandes. Il y a une telle croissance de la consommation, enfin, de l'utilisation des IA et qu'en fait, en fait, ils sont obligés de mettre derrière, ils veulent répondre à la demande, hein, donc ils construisent des fermes de serveurs. Des fermes de serveurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour construire une IA, c'est plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs connectés, ultra puissants, donc c'est des infrastructures de dingue. Et dans chaque ordinateur, c'est des matériaux rares, c'est de la consommation d'énergie, c'est de l'eau pour refroidir tout ça. Et donc oui, il y a vraiment un problème au niveau enfin un problème, un sujet, en tout cas au niveau de la consommation d'énergie. Même on voit que des acteurs de l'IA commencent à construire des petits réacteurs nucléaires hein, pour s'équiper, parce que demain, il y a un enjeu de production énergétique. Et dans le même temps, on voit aussi que
On construit des labos avec des chercheurs IA, donc c'est des IA qui on demande de faire de la recherche sur justement des problèmes énergétiques. Donc il y a un certain nombre de boîtes qui se lancent là-dedans. On va utiliser l'IA pour trouver des solutions pour que demain, ça consomme moins d'énergie. Et on voit aussi les IA devenir un peu plus frugales. Là, ChatGPT, c'est vraiment des modèles généralistes. Et en fait, parfois, c'est trop gros. En fait, on demande une sorte d'éléphant de faire un tout petit truc, alors qu'en réalité, peut-être qu'il y a des IA beaucoup plus spécialisées. Et on commence à voir apparaître justement des IA un petit peu plus frugales avec on appelle les modèles mini. On voit ChatGPT, par exemple, qui a lancé son modèle mini. Et vous pouvez d'ailleurs aller, si vous voulez, sur un IA qui s'appelle Note Diamond, Note N-O-T Diamond comme un diamant en anglais. Et là, vous allez voir que c'est gratuit en plus, donc c'est marrant de tester. Et l'IA va détecter, en fait, selon la question que vous posez, quel moteur d'IA choisir. Donc, vous allez aussi découvrir que parfois, pour une question, il n'y a pas forcément besoin du très, très gros modèle d'IA pour vous donner une réponse intéressante. Ça peut utiliser des mini-modèles. Et ça peut aussi être une façon aussi de se rendre compte que, bah oui, il y a des modèles efficaces qui sont peut-être moins gourmands en énergie sur ces sujets de un petit peu de responsabilité qu'on doit tous avoir vis-à-vis de ça. Ouais. Ok, merci pour cette réponse très complète. Alors là, il y a d'autres questions qui arrivent. Je vais en résumer trois en une. Donc, quel est le prix en fait d'un abonnement IA et dans la suite, est-ce plus pertinent en fait d'utiliser ChatGPT la version gratuite ou la version upgradée payante? Alors, le prix d'un abonnement en mode perso, donc je m'équipe moi aujourd'hui, ChatGPT, c'est 20 dollars, donc 18 euros hein, par mois. C'est à peu près équivalent sur toutes les IA. Il y a de Claude, Perplexity, etc. On est autour d'une vingtaine d'euros. Ensuite, quand on passe dans des modèles d'intégration en entreprise, on est sur des solutions, on va être un petit peu aussi sur ces ordres de grandeur entre 20 et 30 euros. Copilot, je crois que c'est à peu près ça, c'est 30-35 euros par collaborateur. Donc, évidemment, il faut se demander si tous les collaborateurs en ont besoin, etc. Donc, c'est un coût à l'unité qui n'a pas l'air très important, mais à un moment donné, ça peut quand même être un petit budget. Et puis ensuite, excuse-moi, la deuxième partie de la question, c'était, ah oui, est-ce que c'est Upgradé. Hmm. payant versus gratuit? Alors, ChatGPT en version gratuite, en fait, on a d'abord accès au modèle un peu puissant qui va se connecter sur Internet, dans lequel tu peux ajouter des fichiers, mais très vite, en fait, au bout de 3 ou 4 prompts, ça vous dit qu'il faut payer. Donc, on peut bypasser cette invitation à payer, mais on retombe sur un modèle gratuit qui est moins performant, parce que là, ChatGPT, clairement, aujourd'hui, maintenant qu'ils ont 250 millions d'utilisateurs hebdomadaires, hein, donc c'est quand même assez incroyable. Eh bien, ils s'embêtent plus trop. Les modèles gratuits, ils les ont, mais ils les dégradent quand même pas mal. Donc, si vous décidez pour tester des modèles gratuits, parce qu'il y a ChatGPT, mais allez sur notre Diamond, allez sur, par exemple, un autre modèle qui est gratuit, c'est P-O-E.com. C'est assez intéressant parce que là, vous avez aussi accès à plusieurs IA. Donc, ça c'est plutôt une plateforme en mode SaaS, mais dans laquelle vous allez pouvoir tester du ChatGPT, mais aussi du Claude, du Mistral. Donc, ça peut être aussi l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore vraiment adopté une IA, de découvrir peut-être un petit peu leur couleur, la façon dont elles répondent, et peut-être ensuite d'en choisir une. Et Pau, en fait, l'avantage, c'est que c'est gratuit assez longtemps si vous, par défaut, vous restez avec le modèle assistant qui vous propose. Et moi, je fais des formations d'une journée où on est sur Pau et il n'y a pas de limite, en fait. Donc ça, c'est quand même assez sympa pour découvrir avant de se dire, tiens, je vais payer peut-être mettre 20 euros au pot tous les mois. D'accord. Et une question dans la continuité du budget, en fait, si on veut intégrer un automatisme complet, une automatisation complète, comme tu l'as pu la montrer, où l'intelligence artificielle va appeler d'autres intelligences artificielles ou d'autres modèles pour mener une action, il faut compter combien de temps pour réaliser ça, si on se fait accompagner, évidemment, et pour quel budget? Alors, le budget à 1000 euros près, quoi. Hein. Alors là, c'est vraiment, tu vois, avant ce que je vais montrer là, alors déjà ce que je vais montrer sur l'IA Manager à qui tu parles et qui est elle-même, et tu développes ensuite des IA sous-agents, ça, c'est pas encore mûr aujourd'hui. Donc moi, demain, tu me demandes ça, je suis pas capable de le faire en fait. Bon, en même temps, je suis vraiment cette actualité et je pense que dans quelques mois, ce sera possible. Mais là, en fait, il faudra moi-même que je me dise, tiens, combien de temps ça va me prendre de configurer ces sous-agents, c'est quoi les solutions, combien ça coûte, parce que là, il n'y a pas encore de prix sur le marché pour faire ça.
Ce qu'on peut déjà faire, et ça ne va pas disparaître, hein, c'est des automatisations avec des outils qui sont des plateformes. Il y en a deux, trois qui sont assez connus. Tu as Make, tu as Zapier, tu as N8N, sur lesquels on va en fait prendre des briques logicielles, un petit peu dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, si je reviens sur cette slide ici, pour faire cette automatisation où je récupère des mails, je mets un peu d'IA, etc. Là, on est dans le temps à y passer, c'est pas énorme, hein, tu vois. Ça, c'est un use case qui se fait en une journée facilement en essayant de bien comprendre les enjeux, même parfois en moins de temps. Donc ça, c'est une journée de travail. Et après, ça dépend. Donc, on est autour de 1 500 euros en tenant compte de la préparation, du développement, etc. Donc, je dirais, voilà, en fait, si tu fais quelque chose d'un petit peu plus complexe, par exemple une IA de veille, on va être aussi autour de ces budgets. Ensuite, c'est vraiment, tu vois, comme c'est du sur-mesure et qu'on va vraiment le faire aujourd'hui, tout ça, t'as- tu vas choisir cette automatisation parce que tu dis, moi, j'ai pas trouvé de solution sur le marché. Tu peux aussi aller regarder une solution sur le marché qui existe. Je donne l'exemple du résumé. T'as des outils qui font des résumés de réunions. Ça coûte aussi, c'est des abonnements autour de 10, 15, 20 euros. Maintenant, si tu dis, moi, je veux construire un système avec cette solution, mais en fait, quand je fais un rendez-vous commercial, ça enregistre et ça me le met automatiquement dans un CRM. Mais tu prends deux outils. Tu prends l'outil qui fait ton résumé parce que lui, tu es sûr qu'il le fait super bien. Tu n'as pas trop envie d'aller configurer toi-même l'IA pour le faire. Mais ensuite, il faut le brancher sur ton CRM, Salesforce, HubSpot ou un autre, tu vois, pour le brancher. C'est aussi, ça peut être une journée de travail, tu vois. Moi, je me dis souvent, on est entre une demi-journée et 2 journées de travail. D'accord, merci. Alors, une question sur l'image. Alors, c'est une double question. Est-ce que l'image nous appartient et est-ce que cette image est libre de droit? Alors, elle est d'abord libre de droit. Moi, je conçois plutôt comme ça. C'est-à-dire que tu crées une image, eh bien, elle t'appartient pas, mais tu peux l'utiliser. C'est un peu comme aujourd'hui, tu prends des Creative Commons, tu sais, as différents types de licences open source, tu as des gens qui créent des images et qui te disent, bah, tu as le droit d'utiliser. Donc, si tu crées une image avec une IA sur Midjourney, tu peux l'utiliser. En revanche, pour qu'elle t'appartienne, il faut la transformer. Donc là, on est un petit peu dans le droit d'auteur. Il faut, par exemple, modifier un personnage, modifier un élément du décor. Et à partir du moment où tu prends de la matière, mais tu ajoutes de la valeur parce que tu la transformes, alors oui, elle t'appartient et tu peux vraiment dire qu'elle t'appartient. Donc, d'ailleurs, si vous allez sur Midjourney, sur le site de Midjourney, dans le mode exploration, tu vois aussi plein d'images créées par l'IA. Ces images sont libres de droit, c'est-à-dire qu'elles ont bien été créées par quelqu'un, mais tu peux les utiliser. À l'inverse des images sur Google où souvent le créateur te dit non, non, mais cette image m'appartient parce que oui, bah, lui, il a peut-être pris une photo, fait un design, etc., qui lui appartient. D'accord. Une Alors, question, parce que je pense qu'il y a une architecte dans l'audience. Donc, la question, c'est comment trouver l'IA la plus appropriée à mon activité d'architecture, par exemple. Mais globalement, c'est comment, je suis architecte, je suis médecin, je suis juriste, je suis RH, comment je vais trouver l'IA qui me correspond le mieux? Alors, est-ce qu'il y a une IA qui correspond mieux à un métier ou il vaut mieux configurer une IA pour qu'elle corresponde à son métier? Alors, un peu les deux. Moi, je pense que c'est toujours utile. Tu vois, l'IA généraliste type ChatGPT, je pense que même si tu es architecte, tu vas en avoir besoin pour plein de choses. Analyser un appel d'offres, etc. Et si tu as une IA demain, si tu prends AutoCAD ou une autre IA, alors en fait, les logiciels métiers sont déjà en train d'intégrer de l'IA de plus en plus. C'est-à-dire que en tant qu'architecte, j'utilise des logiciels, en fait, on voit que les éditeurs sont en train de mettre des fonctionnalités boostées à l'IA. Donc, il y a déjà ça qui est en train d'arriver. Ensuite, tu as l'IA généraliste type ChatGPT qui peut faire beaucoup de choses autour du métier d'architecte. Donc, ce n'est pas elle qui va te faire des plans, hein, c'est sûr. Et puis après, tu as le troisième acteur qui est la startup qui, ayant vu l'IA arriver, en a fait une verticale en disant, moi, demain, je te fais de l'IA pour le juridique et je suis spécialisé pour peut-être les avocats. Donc, tu as aujourd'hui des startups qui disent, ben, moi, je suis l'IA pour les avocats, donc je suis vraiment entraîné là-dessus. Et donc ça peut être intéressant dans certains cas d'aller voir ça. Moi, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu d'IA pour les architectes, à part les logiciels métiers qui s'équipent d'IA. Et donc aujourd'hui, les architectes, je n'ai pas formé d'architectes, mais j'ai formé des maîtreurs, par exemple,
qui font voilà, autour du métier du bâtiment, de la construction, et qui vont s'équiper d'IA généralistes pour déjà faire des choses très intéressantes, parce que tu lui donnes un plan, tu lui donnes des mesures, et l'IA va être capable de t'aider à faire un devis, etc. Mais tout ça, effectivement, c'est d'apprendre à prompter. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est de la formation de base, c'est tu vois, cette compétence qui est, je sais demander ce que je veux à l'IA pour qu'elle me réponde bien. Quel que soit le métier, je trouve que cette brique déjà est utile. Et ensuite, effectivement, mais si je veux aller un cran plus loin, est-ce que, en regardant sur le marché des startups, est-ce qu'il y en a qui sont solides? Parce qu'il y a aussi des startups qui apparaissent et qui disparaissent, mais il y en a aussi qui vont être très, très solides pour faire plein, plein de choses et qu'on peut trouver dans certains cas. Ok, Alors l'heure passe et du coup, on va prendre juste Ludo une dernière question qui me semble très intéressante et pour clôturer en fait ce round de questions, c'est une question de Peggy dans le chat, c'est vu ce que l'on dit et l'efficacité qu'on est en train de montrer en fait des IA, c'est est-ce qu'il serait pas pertinent de prendre, d'engager un informaticien spécialiste IA, même si on est une TPE ou surtout si on est une TPE. Donc la question c'est est-ce qu'il vaut mieux intégrer en fait la compétence pour se former à l'IA et l'intégrer ou vaut mieux-il externaliser? Alors, moi, je conseille d'abord d'y aller en mode externalisé petit à petit. Enfin, en tout cas, sauf si on a découvert une énorme pépite, en fait, on va dire, mais non, mais là, évidemment, euh, je, je, alors, voilà, l'énorme pépite aussi, souvent, c'est pas d'IA qu'on appelle générative, hein. C'est pas pour l'informaticien, d'ailleurs, demain, il va pas vraiment pouvoir vous aider sur l'IA générative. Moi-même, je suis pas informaticien, je sais pas coder. En revanche, je sais installer des IA génératives et ces solutions pour équiper les boîtes. L'informaticien ou le développeur, donc ça va être plutôt le data scientist, donc c'est même pas un informaticien, souvent c'est déjà quelqu'un qui sait traiter de la donnée. Là, c'est vraiment si on a, par exemple, sur une chaîne de production, de la donnée, mais de laquelle on sait elle est là, mais on n'en a rien fait, et on va pouvoir, avec un data scientist, analyser cette donnée pour faire de la prédiction, en disant, par exemple, sur une chaîne de production, je crée des pièces, mais je voulais prédire les retours, j'ai des retours, on va donner à l'IA de l'information sur tous les retours qu'on a eus, tous les problèmes qu'on a eus, et l'IA va pouvoir nous aider à faire, à prédire, en fait, à dimensionner des services supports, à dimensionner, à optimiser des flux de transport, etc., etc. Donc là, oui, on peut, si on est une assez grosse PME, intégrer des data scientists. Je vois des boîtes qui s'équipent de data scientists, mais je pense qu'avant d'aller là, et d'autant que là, on est aussi sur un cas que je n'ai pas mis ici, mais c'est vraiment développer des IA sur mesure. Et pour ça, il y a des dispositifs en France qui sont complètement dingues. C'est que vous pouvez déclencher un audit par un expert IA qui va venir vous voir et c'est cofinancé à 50% par la BPI. Donc, vous avez 10 jours d'auditeur, vous avez un rapport 360 sur où mettre de l'IA dans votre PME. Et ensuite, c'est financé, donc ça coûte 13 000 euros, mais ça vous coûte que 6 500. Et ensuite, une fois que vous avez le champ des possibles, vous dites, ben, moi, j'aimerais faire des tests sur tel et tel cas. C'est encore financé à 50% par la BPI. Ça coûte aussi 13 000 euros divisé par deux. Et là, vous avez un test, en fait, concret pour votre boîte. Et ensuite, vous pouvez le développer, alors soit avec des experts externes, et ça va être aussi cofinancé à 50% par la BPI à hauteur de 60 000 euros. Donc, en fait, aujourd'hui, les PME françaises sont très, très, très aidées pour embarquer dans l'IA qui va au-delà de ce qu'on vient de voir là, hein, qui était l'IA générative, mais si on veut vraiment faire de l'IA profonde, avant de se dire, bah, maintenant que voilà, j'ai mon use case, ok, j'embauche des data scientists parce que ça y est, je suis passé à l'ère de l'IA et j'ai besoin d'en avoir en interne. Merci. ok, donc je voudrais pas que Nadège soit frustrée. Il reste une question et après, donc on va devoir en fait se quitter. Malheureusement, c'est vrai que le sujet est très intéressant et on pourrait en discuter encore longtemps. Du Ouais. coup, une question de Nadège. Donc, j'accompagne les dirigeants de TPE, PME, j'imagine, ça a coupé. Dans leur suivi administratif, comment puis-je savoir quels outils proposer en fonction des tâches à automatiser? Bonne question pour toi, Stéphane, avant de clôturer. Alors, avant, je dirais de dire quels outils, c'est plutôt, enfin, moi, je l'aborderais plutôt dans quelles tâches, en fait. Donc, moi, j'essaie d'identifier dans un service administratif, c'est quoi vos tâches répétitives, les tâches chronophages. Et à partir du moment où c'est des tâches qui nécessitent de produire du texte, je dirais qu'une IA générale comme ChatGPT fait très bien le boulot et surtout, elle est multitâche, hein. ChatGPT, vous avez vu à chaque fois dans les exemples, et j'aurais pu en donner des centaines, c'est à chaque fois ChatGPT, ou quand je dis ChatGPT, voilà, c'est un petit peu maintenant, c'est comme Frigidaire, hein. Bon, je dis ça pour toutes les IA, mais elles font très très bien le boulot. À un moment donné, si dans un service administratif, on s'aperçoit que
il faut une IA qui traite de la donnée, donc des chiffres peut-être. Ben là, on va peut-être se dire, tiens, est-ce que je suis sur Excel? Est-ce que je peux prendre Copilot, qui est l'IA de Microsoft dans la suite Office, parce que j'ai du traitement Excel très, très récurrent. Donc là, ça peut être intéressant de dire, ben, je vais plutôt prendre Copilot parce que c'est intégré déjà dans Excel. Si je suis sur la suite Google, c'est Google Sheet et je vais peut-être prendre la solution de Gemini intégrée dans cet outil. Ensuite, voilà, si au niveau administratif, en fait, il faut, moi, mon conseil, c'est de regarder un petit peu tous les cas d'usage, donc de décortiquer le temps qui passe ce service et de répartir ça, et ensuite se dire qu'est-ce qui peut être traité par des généralistes, et très souvent, dans 90% des cas, c'est suffisant, et éventuellement, pour des cas très particuliers, de se dire une IA administrative, une IA particulière. Euh, voilà. Ok, Bon, avec plaisir hein, sur tous ces sujets pour être peut-être un petit peu plus pertinent dans mes réponses. très bien. Merci, merci encore à toi, Stéphane, hein, pour ton éclairage sur ce sujet passionnant. Je dirais merci également à tous pour votre présence, hein, et d'avoir permis, en fait, je dirais, de faire un succès ce webinaire. Ce qu'on vous propose, hein, bien évidemment, si vous avez encore d'autres questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos agences locales, hein, qui pourront vous aiguiller, vous accompagner, en fait, dans les démarches pour, je dirais, faire en sorte que l'IA soit un véritable allié pour votre entreprise. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.